Bonjour à tous. Aujourd'hui, Parlons Science va vous montrer pourquoi le concept de développement durable est un mythe. Tout commence en 1949 dans le discours sur l'état de l'Union d'Harry Truman. Il propose de mettre les avancées scientifiques, techniques, industrielles des États-Unis au bénéfice de toute la planète, notamment pour la croissance des pays qu'il nomme sous-développés. Depuis, cette ode à la croissance est reprise régulièrement par beaucoup d'hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Ouvrons une parenthèse, on ne peut pas comprendre la situation actuelle, perte de biodiversité, réchauffement climatique, épuisement des ressources de la planète, sans faire appel à la démographie. Juste après la guerre, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la planète, aujourd'hui nous avoisinons les 8 milliards. Il faudrait réguler la démographie, mais depuis Malthus en 1800, c'est devenu un sujet tabou. C'est dommage. L'idée du développement durable, ce merveilleux mensonge, est due à Gro Harlem Brundtland, qui en 1987 écrit dans la préface de son rapport à l'Organisation des Nations Unies cette phrase: « Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. » C'est parfait. 30 ans après, dans son agenda 2030, l'Organisation des Nations Unies reprend 17 objectifs pour sauver le monde. Pas de pauvreté, faim zéro, éducation de qualité, réduction des inégalités. Qui pourrait être contre ? Nous avons en fait été éblouis par la période des 30 Glorieuses entre les années 1945 et 1975. Le confort de tous s'est augmenté, la croissance était de 5% par an. Mais c'est à ce moment-là que commençaient à se creuser les inégalités et que nous avons commencé à épuiser les ressources énergétiques fossiles. Il y a pourtant eu des lanceurs d'alerte. En 1972, Meadows, dans le rapport qu'il remet au Club de Rome, Les limites de la croissance, émet des doutes sur la pérennité et la moralité même de la société de consommation dans un monde où les ressources ne sont pas infinies. Il propose donc un arrêt de la croissance, y compris démographique. En 1972 toujours, une journaliste fait remarquer à Sicko Mansholt qu'il était pour la croissance zéro. À cela, le président de la Commission européenne répond « J'ai été très mal compris sur ce point. Il ne s'agit pas de croissance zéro, mais d'une croissance en dessous de zéro. Disons-le carrément, il faut réduire notre croissance économique pour y substituer la notion d'une autre culture, du bonheur, du bien-être. » Quelques années plus tard, lors de l'élection présidentielle française de 1974, apparaît à la télévision René Dumont, un agronome connu pour son combat pour le développement rural des pays pauvres, auquel il conseille de ne pas suivre l'exemple capitaliste des pays dits développés. Avec son pullover rouge et son verre d'eau pour montrer la rareté de cette substance, il séduit et il commence à convaincre les gens de l'intérêt de l'écologie. À l'inverse, pourrait-on dire un peu plus tard, dans la lignée des climato-sceptiques comme Claude Allègre, géochimiste, ou Luc Ferry, philosophe, le paléontologue Yves Coppens, en 1993, prononce cette phrase invraisemblable. Qu'on cesse donc de peindre l'avenir en noir, l'avenir est superbe. La génération qui arrive va apprendre à peigner sa carte génétique, accroître l'efficacité de son système nerveux, faire les enfants de ses rêves, maîtriser la tectonique des plaques, programmer le climat, se promener dans les étoiles et coloniser les planètes qui lui plairont. On croit rêver. Les hommes politiques adorent faire de petits gestes pour la planète qui ne coûtent pas grand-chose, comme planter des arbres. Mais en même temps, ils sont convaincus que rien n'est réalisable sans la croissance. Chômage, retraite, dette publique, pauvreté, inégalité, et même la crise écologique
qui sera résolu grâce à la croissance verte. Mais pendant ce temps, nous émettons de plus en plus de gaz à effet de serre, même si cette émission a baissé de 8% en 2020 grâce à la crise de la Covid-19. Mais la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente sans arrêt. Elle est aujourd'hui de 415 parties par million, alors qu'avant la période industrielle, elle était 280 parties par million, concentration normale en période interglaciaire. Depuis le début de l'ère industrielle, la température de l'atmosphère a augmenté de 0,7 degrés et celle de l'océan de 0,8 degrés. Ce qui est vrai pour les réserves énergétiques fossiles l'est également pour la plupart des métaux et des minerais. On voit sur ce graphique qu'au rythme actuel, en quelques générations, nous aurons là aussi épuisé toutes ces réserves. La solution pourrait être évidemment d'aller jusqu'au bout de l'exploitation. Mais quand on voit les dommages pour l'environnement et pour la santé par l'exploitation des gaz de schiste en Pennsylvanie, on se dit qu'il ne faut pas aller au bout de ces réserves. Il y a donc une solution, haro sur le produit intérieur brut. Ce graphique est très intéressant. Il démontre la satisfaction de vivre des habitants par rapport à leur produit intérieur brut par habitant. On s'aperçoit, ce n'est pas une surprise, qu'en dessous d'un certain revenu, on ne peut pas être heureux. C'est le cas malheureusement de beaucoup de pays africains, ici en violet sur ce graphique. Prenons deux autres exemples. On s'aperçoit que les habitants du Tadjikistan ou du Pakistan s'estiment aussi satisfaits de leur vie que ceux du Koweït ou de Hong Kong, avec pourtant un produit intérieur brut 10 fois inférieur. Aux États-Unis, on voit que les habitants du Costa Rica s'estiment plus satisfaits de leur vie que ceux des États-Unis, qui ont pourtant un PIB 3 fois supérieur. Cela signifie qu'il faut changer de thermomètre. Le PIB n'est pas le bon instrument de mesure de la réussite d'un pays. Il vaut mieux s'adresser à l'indice de développement humain, qui tient compte certes du niveau de vie, mais aussi de la santé et de la longévité, du savoir et du niveau d'éducation. On doit également s'intéresser au coefficient de Gini, qui mesure le niveau d'inégalité des revenus, sachant que les 10% les plus riches ont autant d'argent que les 90% restants. Un bon exemple est celui des pays du Golfe. Ils sont très bien classés en termes de PIB par habitant, mais ils occupent seulement des places entre la 60e et la 80e pour l'indice de développement humain. Prenons deux autres exemples. Très mal placés en termes de PIB, les pays africains le sont, et c'est normal, en termes d'indice de développement humain, d'autant que ce sont des pays très inégalitaires. C'est finalement tout l'inverse des 6 pays nordiques, les mieux placés en termes d'indice de développement humain, la Norvège occupant la première place. Le pire est sans doute l'accroissement d'écart entre pays riches et pays pauvres, même s'il se réduit un peu ces dernières années. Mais certainement ce qui est le plus regrettable, c'est la fortune de certaines personnes. Déjà en 2009, un journaliste écrivait « Et si Warren Buffett achetait la Corée du Nord ?» La situation a encore empiré. On voit ici la fortune de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. Finalement, en quelques dizaines de secondes, il gagne autant que l'un de ses employés, d'ailleurs mal payé, en une année. Dans cette vidéo, nous aurions pu parler de la décroissance, ce concept mis en lumière par Ivan Illich, même s'il n'utilise jamais le terme, ou du revenu universel, dont a parlé Benoît Hamon lors de la dernière campagne présidentielle en France, avec, il est vrai, peu de succès. Mais la crise de la Covid-19 a remis en avant ce revenu universel. Nous reviendrons sur ces décroissances et revenus universels dans d'autres vidéos. Heureusement, d'ores et déjà, pas mal de choix sont entre nos mains. Si on préfère le métro de Stockholm à celui de New York, il faut absolument lutter contre la publicité qui envahit nos rues, nos esprits, et avec un budget énorme. Ce sont 625 milliards par an
une fois et demie le budget de la France. Tout ceci pour nous faire acheter ce dont nous n'avons pas besoin, car la publicité n'est plus informative. La simple tentative d'encadrer la publicité pour des produits polluants ou dangereux pour la santé a été refusée par le gouvernement français de peur d'un tollé des industriels. La crise sanitaire récente a montré que des plaisirs simples, se promener avec quelques amis, dîner avec quelques membres de sa famille, échanger avec des proches, valait autant sans doute que d'embarquer à 9000 sur un bateau comme le Symphony of the Sea, où la promiscuité est maximale, où les escales sont réduites et où tout est fait pour que vous dépensiez le maximum d'argent à bord. Il faudrait également lutter contre les villes trop étendues. Mais c'est difficile de réguler la population urbaine. On voit qu'en 1950, 30% des gens vivaient en ville, 54% en 2014, et la prévision pour 2050, c'est 66%. Il y aura alors 43 villes supérieures à 10 millions d'habitants, dont New Delhi, avec 43 millions, où déjà l'espérance de vie est diminuée de 10 ans en raison de la pollution. Mais il est certain qu'il vaut mieux des villes concentrées avec des transports doux, comme le vélo, plutôt que des villes très étalées comme aux États-Unis, où on est obligé d'utiliser la voiture individuelle. La crise récente de la Covid-19 a montré que les gens étaient très satisfaits de cuisiner avec des produits bio locaux plutôt que de faire venir des produits de l'agriculture conventionnelle du bout du monde. Finalement, il va nous falloir vivre plus sobrement. Ce qui est encourageant, c'est que beaucoup de gens, notamment des jeunes, sont prêts tout d'abord à diminuer les excès de la mondialisation montrés ici par ce porte-container. Ils sont également prêts à ne plus voyager pour rien lointain. Les compagnies aériennes qui prévoyaient en 2050 un doublement de la flotte se sont trompées et c'est tant mieux. En résumé, on peut dire que le développement durable est un oxymore. Il n'y a pas de croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Il est dommage que nous ayons refusé d'écouter les quelques lanceurs d'alerte. Il faut absolument ne plus juger la réussite d'un pays sur son PIB, réduire les inégalités, car que signifie posséder 115 milliards de dollars? En fait, nous avons le choix, publicité ou pas, voyage au bout du monde ou près de chez nous, acheter bio et local ou des roses du Kenya, cueillies par des ouvrières sous-payées et dont la culture épuise le lac Naivasha. Je vous remercie.